Une production, Les Podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy ? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours, comme nos nuits ? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien ? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre. Elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi, durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble un petit pas de côté. Le monde est curieusement aride depuis plusieurs jours, ou devrais-je dire plusieurs semaines, plusieurs mois, ou même plusieurs années. Nous sommes nombreux à nous sentir démunis, à bout de souffle, dans un curieux tumulte de culpabilité, de lassitude, de peur et d'angoisse difficiles à canaliser. Face à ces vertiges, il n'y a, je crois, aucune méthode miracle. Il y a souvent l'idée dans le monde de la santé et du bien-être que nous sommes responsables de notre état. Cette perspective est rassurante car elle suppose que si nous disposons des bons outils, nous sommes en mesure d'agir sur notre santé, notre mental, notre hygiène globale. Il est vrai que nous sommes des êtres de ressources et qu'apprendre à les mobiliser est sans doute l'une de nos forces les plus précieuses. Pourtant, plus je traverse l'existence et plus j'ai la certitude que cette vision n'est pas toujours pertinente. Vivre est une aventure fascinante, mais aussi bouleversante, chaotique, compliquée. Nous ne vivons pas tous dans les mêmes contextes et nous ne traversons pas tous les mêmes épreuves. De temps à autre, ce que nous vivons nous abîme. Nous sommes humains. Et à partir du moment où l'on est, nous sommes soumis à la fragilité. Elle est constitutive de nos existences. Et plutôt qu'avoir honte de nos faiblesses, il est peut-être temps d'assumer cette fragilité. Car être fragile, c'est justement accepter qu'on puisse prendre soin de nous. C'est réinstaurer l'indispensable besoin de relais social. C'est aussi croire en la possibilité qu'on puisse être réparé par les autres, grâce aux autres, avec les autres, et pas seulement en étant seul, face à soi-même et en purifiant nos démons. J'ai la conviction que le plus beau des développements personnels, c'est l'action collective. Notre capacité à faire société réside dans ce soin accordé à l'autre. Et c'est cette idée que j'avais envie d'explorer avec vous aujourd'hui, en vous proposant un épisode sur l'éthique du care, en français nommé l'éthique de la sollicitude. Avant toute chose, une petite précision. Si j'utilise le terme care en anglais, ce n'est pas par coquetterie, par anglicisme ou pour renier la beauté de la langue française. C'est simplement que c'est ce terme qui est plus juste et plus pertinent en anglais, car c'est la langue dans laquelle le concept fut conçu et élaboré. Tout commence en 1958, lorsque Lawrence Kohlberg, considéré comme le pape américain de la psychologie du développement, publie sa thèse à l'Université de Chicago. Celle-ci s'intitule « Le développement des façons de penser et de choisir de l'âge de 10 ans à 16 ans ». À partir de ses travaux, il tire un modèle de développement moral par stade.
En somme, pour le résumer brièvement, il y aurait 2 éléments essentiels pour saisir ce qu'est le développement moral d'un individu. Le premier, c'est de comprendre que la morale n'est pas autre chose que la justice, que le sentiment de justice. Le second, c'est que le développement moral répond à 6 stades progressifs. Le dernier devant permettre le développement d'un niveau de morale absolument parfaite. Au stade 1, l'enfant, le jeune enfant, s'adapte pour éviter les punitions. La clé de la morale est simplement de ne pas être grondé. Au stade 2, l'enfant intègre les récompenses et réfléchit donc avant d'agir. Au stade 3, l'enfant, devenu adolescent, intègre les règles du groupe restreint auquel il appartient. Sa principale interrogation pour agir est donc « Oh, mais que va-t-on penser de moi ?» Au stade 4, il intègre les normes sociales, c'est-à-dire qu'il respecte les lois, même si cela va parfois contre son intérêt et qu'il sait pouvoir échapper à la sanction. On peut parler d'amour des lois, ou plutôt de souci pour le bien commun. Au stade 5, l'adolescent devenu adulte pense que la loi doit être respectée, mais que certains conflits existent entre la loi et l'individu. Il estime cependant qu'il est dans l'intérêt de la société que tout le monde respecte les lois. Et enfin, au stade 6, le jugement moral se fonde sur des valeurs morales à portée universelle. Respect de la vie, égalité des droits, courage, honnêteté, respect du consentement, non-violence. Et tous ces principes universels sont adoptés personnellement par le sujet, à la suite d'une réflexion éthique. C'est-à-dire qu'à ce stade, les valeurs morales que se donne le sujet priment sur le respect des lois. Et de cette façon, une personne est prête à défendre un jugement moral, même s'il est minoritaire. Elle est capable de juger bonne une action illicite ou au contraire de juger mauvaise une action licite. Bref, à ce stade, elle a atteint le moment le plus élevé de son développement moral. Méthodologiquement, le principe Kohlberg consistait à soumettre au sujet observé des dilemmes moraux et à évaluer son stade de moralité en fonction des justifications qu'il donne. Passionnant, n'est-ce pas? Mais quel rapport avec le CARE? Ne vous inquiétez pas, on y vient. La psychologue Carol Gilligan, collaboratrice de Kohlberg, se heurte néanmoins à un problème. Alors qu'elle mène des études, dans le cadre théorique proposé par ce dernier, elle s'aperçoit qu'un grand nombre de sujets qu'elle teste ne parviennent pas à ce fameux stade ultime du développement moral, celui considéré comme l'impartialité, l'éthique parfaite, et notamment les femmes. Au centre de cette incapacité à fournir un jugement moral détaché, une problématique centrale. Les femmes s'attacheraient trop aux situations particulières et aux détails pour trancher et être impartiales. Carol Gilligan met en évidence, à travers son enquête, que les critères de décision morale ne sont pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes. En somme, là où les hommes privilégient une sorte de logique de calcul et la référence au droit, les femmes, elles, préfèrent la valeur de la relation, s'orientant d'après ce qui peut conforter les relations interpersonnelles, développer les interactions sociales. Et vous l'avez compris, enfin j'espère, c'est donc à partir de cette observation que Gilligan établit le nouveau modèle moral du CARE, comme la capacité à prendre soin d'autrui, comme un souci prioritaire des rapports avec autrui, ou encore une sollicitude. Mais pour mesurer le cheminement et mieux le comprendre, prenons un exemple précis. Parmi les dilemmes proposés par Kohlberg pour juger du développement moral d'un enfant,
Celui qui est resté célèbre est le dilemme de Heinz. Il se formule ainsi. La femme de Heinz est très malade. Elle peut mourir d'un instant à l'autre si elle ne prend pas un médicament X. Celui-ci est hors de prix et Heinz ne peut pas le payer. Il se rend néanmoins chez le pharmacien et lui demande le médicament, ne fût-ce qu'à crédit. Le pharmacien refuse. Que devrait faire Heinz? Laisser mourir sa femme ou voler le médicament? Je vous entends déjà réfléchir. Carol Gilligan soumet ce même dilemme à des préadolescents de 10 à 12 ans, notamment un garçon et une fille. Les résultats sont fascinants. Le garçon, Jake, a un point de vue tranché. Il estime que Heinz doit voler, bien entendu, le médicament. La fille, Amy, est plus nuancée. Elle pense qu'il serait bon de se mettre ensemble et d'envisager le point de vue du pharmacien, de faire en sorte que personne ne soit lésé. En schématisant, Gilligan conclut qu'Amy prend en compte les relations, en cherchant une solution viable pour les uns et les autres, tandis que le garçon pense en termes de pragmatisme immédiat, voler le médicament. Il va de soi qu'il ne s'agit là que d'un exemple. Mais il est symbolique du travail mené par Gilligan dans son ouvrage In a Different Voice, publié en 1982. Elle estime alors qu'il existe une moralité féminine simplement différente de la moralité masculine, fondée sur la justice, car reposant sur le sens de la responsabilité, l'échange et l'attention à autrui. Et c'est ainsi qu'est née l'éthique du care, non d'une réflexion philosophique, mais originellement d'une réflexion psychologique, la capacité des femmes à construire une morale par rapport à l'autre, par rapport aux relations, par rapport à l'échange. Oui, mais voilà. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà cerné le problème. Dire qu'il y a une morale féminine ou masculine suppose que l'on adopte une vision essentialiste de la femme et de l'homme. Pour faire simple, il y aurait une essence de l'homme et une essence de la femme. Et cela est difficilement tenable. On ne naît pas femme, on le devient. C'est une construction. Et cela implique que toutes les femmes et tous les hommes ne réagissent pas de la même façon. Il faut donc sortir l'éthique de la sollicitude de cette vision genrée. Car loin de se réduire à une éthique féminine, l'éthique de la sollicitude a dépassé ses frontières pour transformer en profondeur l'éthique contemporaine. Carol Gilligan l'explique elle-même et propose une distinction entre éthique féminine et féministe. L'extrait est un peu long, mais je vous assure qu'il mérite d'être écouté. Je vous le lis. Dans cet univers genré, le care est bien une éthique féminine, qui reflète la dichotomie du genre et la hiérarchie du patriarcat. Prendre soin des autres, c'est ce que font les femmes bonnes, et les personnes qui prennent soin des autres font du care, font un travail de femme. Elles sont dévouées aux autres, sensibles à leurs besoins, attentives à leur voix, et s'effacent. Mais dans une société et une culture démocratique, basée sur l'égalité des voix et le débat ouvert, le care est, au contraire, une éthique féministe. Une éthique conduisant à une démocratie libérée du patriarcat et des maux qui lui sont associés. Le racisme, le sexisme, l'homophobie et d'autres formes d'intolérance et d'absence de care. Une éthique féministe du care est une voie différente, parce que c'est une voie qui ne véhicule pas les normes et les valeurs du patriarcat. C'est une voie qui n'est pas gouvernée par la dichotomie et la hiérarchie du genre, mais articule les normes et les valeurs démocratiques. À travers cette distinction, dans cette nouvelle approche, le care n'est donc pas du tout une affaire de femmes,
et va bien au-delà. L'éthique de la sollicitude pose des questions fondamentales, notamment en se demandant comment prendre soin de la société et du monde dans lequel nous vivons. C'est ainsi que Joanne Tronto, philosophe américaine, en vient à définir le care d'une manière bien plus ouverte et limpide. Elle écrit que le care est une activité caractéristique de l'espèce humaine, qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer et de réparer notre monde, afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes et notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe de soutien à la vie. En voilà, n'est-ce pas, un magnifique horizon. En pratique, le care est parfois présenté comme une aptitude, c'est-à-dire une forme de disposition qu'auraient certains individus à prendre particulièrement soin. Mais aussi, de temps en temps, comme une activité, c'est-à-dire une pratique concrète. Si c'est une aptitude, est-ce à dire que nous avons des prédispositions morales au care? Si c'est une activité, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut envisager de pratiquer pour étendre notre savoir-faire. Le care est une sagesse pratique. C'est l'intelligence des situations particulières, la capacité à avoir une réponse adéquate et à s'adapter au contexte. Mais alors, qu'est-ce qui nous permet de saisir la vulnérabilité, les besoins ou les préoccupations d'autrui? Pour mieux s'éduquer à la sollicitude, encore faut-il en comprendre tous les aspects. Joanne Tronto, dans son ouvrage « Un monde vulnérable » pour une politique du care, décortique les 4 facettes du care. Le premier aspect du care est défini comme le fait de se soucier de quelque chose ou quelqu'un. Il s'agit de constater l'existence d'un besoin, de reconnaître la nécessité d'y répondre et d'évaluer la possibilité d'y apporter une réponse. Ce n'est pas une obligation, on n'agit pas par devoir, mais par un appel intérieur. On tend la main, on aide, on accompagne, parce qu'on répond à une évidence. C'est aussi simple que quelqu'un qui semble galérer à monter son chariot dans les escaliers et pour qui on est là. Le care implique ici à la fois l'engagement de la perception, le fait de constater, et l'intelligence pratique, le fait d'évaluer. Et comme le précise Agata Zielinski dans son remarquable article « L'éthique du care, une nouvelle façon de prendre soin », le constat du besoin implique la capacité de s'identifier à autrui, de se mettre à sa place. Vient ensuite l'aspect de prendre en charge. Assumer une responsabilité par rapport à ce qui a été constaté, c'est-à-dire agir, en vue de répondre aux besoins identifiés. La responsabilité est ici entendue comme une forme d'efficacité. Le prendre en charge est un ensemble de moyens que l'on déploiera que si l'on est assuré de la fin. Il n'y a guère de place pour une marge d'incertitude. En somme, je m'assure que mon aide soit efficace et durable. Par exemple, si je donne à une association, je cherche à m'assurer des résultats, pas seulement à acquérir une bonne conscience. La troisième perspective est la dimension du prendre soin, qui désigne l'activité dans sa dimension de contact avec les personnes. C'est toute la singularité du soin. On est dans un rapport immédiat, direct, avec l'individu dont on prend soin, dans un corps à corps. Souvent, c'est l'aspect qui est le plus mis en avant dans le care. Mais ce n'est pas le seul. Surtout, le prendre soin suppose une compétence. C'est une tâche, un travail. Il ne suffit pas d'entrer en relation avec autrui pour en prendre soin. Il est nécessaire de lui procurer efficacement ce qui pourvoit à ses besoins. Enfin, dernier aspect mis en avant par Tronto, le recevoir
le soin. Pour le donneur de soins, il s'agit de reconnaître la manière dont celui qui le reçoit réagit aux soins. C'est la seule façon de savoir si une réponse a été apportée au besoin. Autrement dit, de voir si le soin a produit un résultat. Cette phase permet une évaluation de l'ensemble du processus de soin. Et le cas échéant, de se rendre compte que le besoin a été mal évalué, que la perception initiale était fausse. C'est à ce niveau qu'est suggérée une dimension de réciprocité dans la relation de soin. La réaction de l'autre est le critère d'évaluation de la réussite. En observant les différents aspects du care, on saisit qu'il n'est pas qu'une aptitude, ni seulement une attitude morale, mais surtout une activité portée par des professions souvent mal rémunérées et mal considérées. Joanne Tronto met en avant que les professionnels du care sont pourtant des rouages indispensables de nos sociétés individualistes. Prendre soin des bébés, des enfants, des malades, des âgés, des vulnérables. Elle est un appel à professionnaliser les conduites liées à la sollicitude, à partager cette urgence. Est-ce à dire que l'éthique de la sollicitude passe uniquement par le professionnel ? Ce n'est pas le cas. Le care repose aussi sur une éducation au care. D'abord, éducation à l'attention. C'est la première étape du processus, le premier aspect moral du soin. Si nous ne sommes pas attentifs aux besoins de l'autre, il nous est impossible d'y répondre, dit Tronto. Ensuite, l'éducation à la responsabilité, ce qui est très différent du devoir ou de l'obligation morale. Il ne s'agit pas de bien faire pour répondre à une éducation ou à des injonctions. Il s'agit plutôt de considérer que quelque chose que nous avons fait ou pas fait produit un impact sur les autres. Enfin, éducation à la compétence. Le care n'est pas juste une envie d'aider, mais aussi une habilité à le faire. Et cela suppose donc une formation, puisqu'il est moralement nécessaire que l'activité réussisse. Ces points montrent que le care n'est ni un sujet réservé aux femmes, comme nous l'évoquions, ni à une catégorie de profession, mais bien un enjeu de société. Pour la philosophe Sandra Laugier, grande analyste du care, le care est une politique de l'ordinaire, qui renvoie à une réalité ordinaire. Le fait que les gens s'occupent des autres, sans souci, et ainsi veillent au fonctionnement courant du monde. Elle ajoute, au sujet de la crise sanitaire que nous venons de traverser, le care a longtemps été considéré et déconsidéré comme le souci du proche, de la famille nucléaire, avec comme modèle le lien mère-enfant. On a désormais compris qu'il est un travail qui fait tenir le monde, et notamment celui des privilégiés, en grande majorité protégés. Ce sont ces échelles du care qui se révèlent aujourd'hui, du soin des très proches, même quand ils sont loin, à celui qu'assurent les caissières, soignantes, livreurs, à des inconnus, à celui de tous ces humains dont nous dépendons. Ainsi, pour Sandra Laugier, comme pour Joanne Tronto, il faut élargir la prise de conscience de l'importance du care et le démocratiser, c'est-à-dire répartir plus largement la responsabilité du care. C'est en soi un projet politique, car la sollicitude, comme bien d'autres aspects de la vie humaine, tire bénéfice d'être accomplie par le plus grand nombre. Loin d'être une curiosité, un marqueur du féminin ou une anecdote, le care, ou l'éthique de la sollicitude, est un sujet majeur, fondamental, le maillage nécessaire dans une société qui n'en peut plus de son individualisme. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une urgence, le fondement de nos liens, une éthique qui propose plus que jamais le plus bel horizon qui tienne, celui de faire société.
Si ce sujet vous intéresse, je ne peux que vous inciter à lire les ouvrages de Caligan, Tronto, Laugier et le formidable article d'Agatha Zielinski. J'espère que cet épisode un peu long vous a plu et vous a donné envie de développer plus que jamais votre sollicitude. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.